Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette émission Crypto Actu du mercredi 25 octobre 2023. On va aller voir quelques actus très intéressantes et surtout vers la fin de l'émission comme d'habitude. Je compléterai les articles par l'analyse graphique, donc notamment pour le Filecoin. On aura NIR Protocol, Mina et le Toncoin dans ces analyses du jour de cette émission. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous passe la très courte introduction, à tout de suite. C'est parti, on commence avec la première news qui concerne Euroclear. Euroclear, c'est une société finalement qui œuvre dans le trading, que ce soit sur des obligations ou finalement des actifs de la vie courante, par exemple les actions de société ou alors n'importe quel type d'actifs, mais on reste sur quelque chose de complètement centralisé qui a à la base aucun rapport avec la blockchain, mais effectivement ils décident de tokeniser, donc d'ouvrir un service de tokenisation de RWA. RWA, ça veut dire Real World Assets. Donc en gros, on tokenise, on rend digital des actions de la vraie vie, entre guillemets, à hauteur de 100 millions d'euros. Donc c'est vraiment une somme très faible, 100 millions d'euros pour ce genre de choses. Enfin, je crois que c'est une somme assez faible, mais c'est un bon début. En fait, c'est le début et on le sait depuis quelques mois, je pense que c'est assez récent, on va dire 1 an maximum. Beaucoup de personnes s'intéressent à ça, donc à la tokenisation d'actifs, donc de la vie réelle sur la blockchain. Et ça va permettre beaucoup de choses, notamment, regardez ici plus bas, c'est inscrit, ça va augmenter l'efficacité, ça va réduire les frais d'opération, ça va augmenter l'accessibilité et la transparence. Donc, en fait, c'est un avantage à la fois pour la société en question et à la fois pour le client aussi. Donc c'est vraiment, puisque finalement on arrive à tout améliorer, à la fois la sécurité de l'actif, le fait de pouvoir le diviser en plein de petites portions, de pouvoir le vendre beaucoup plus facilement et le rendre plus accessible à plus de gens. Enfin, en fait, c'est une révolution qui est en marche en réalité, un peu comme Internet était une révolution pour un commerce par exemple qui allait pouvoir se développer finalement avec des ventes en ligne. Et vous voyez, c'est un peu le même principe. Et donc la transition, elle va se faire, ils expliquent ici, probablement sur une décennie, jusqu'à aller à hauteur de 3,5 trillions, donc trillions, que je dise pas de bêtises, ça veut dire 3500 milliards, jusqu'à pourquoi pas 10 000 milliards de dollars à la fin de la décennie. Ce qui représente quand même une énorme somme. Vous avez ici par exemple Tesla qui est capitalisé à hauteur de 678 milliards, à peu près comme le Bitcoin d'ailleurs, Regardez, 667, c'est assez marrant de voir ça. Donc si on arrive à 10 000 milliards de tokenisation RWA, donc dans la décennie qui vient, on peut supposer qu'en fait quasiment tous les actifs soient disponibles du coup dans cette configuration, c'est-à-dire en mode tokenisé. Et peut-être qu'en fait même ça deviendra la norme et que tout le monde utilisera ça et qu'à un moment donné, les actifs traditionnels disparaîtront dans leur forme initiale. Je parle de ça dans peut-être 2-3 décennies plutôt, mais voilà, c'est un peu le principe d'une révolution en général technologique. Donc voilà pour la première news. Je voulais juste préciser que là c'était mis en place sur la blockchain qui s'appelle Corda. Alors une blockchain, oui et non, c'est pas une blockchain publique comme par exemple Ethereum, mais ça reste quelque chose à peu près similaire à Hyperledger pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une sorte de blockchain fermée qui est utilisée et développée pour les sociétés, notamment les banques, qu'elles puissent en fait utiliser la blockchain en gardant quand même leur, on va dire, leur anonymat, que chaque transaction ne soit pas visible sur un scan. Vous voyez, comme sur Ether, vous allez sur Etherscan, vous voyez chaque transaction une à une. Effectivement, pour les banques, il ne faut pas que ce soit le cas. Bon, je ne vais pas vous montrer maintenant Etherscan. Deuxième news, la Banque de Chine de Hong Kong explore justement les smart contracts pour les CBDC. Donc les CBDC, c'est les monnaies digitales d'État, en fait, Central Bank Digital Currency. Et l'idée, en fait, c'est de tester cela à petite échelle dans un réseau fermé, notamment avec des employés de banque, les paiements avec des applications justement dans les commerces, donc des commerces de tout genre, de tester cette application, on va dire dans une sorte de version bêta. Et l'idée est d'avoir finalement une application qui utilise des smart contracts, qui est sur un registre distribué, donc qu'on peut apparenter un peu à une blockchain, on va dire, et qui va permettre simplement d'utiliser cette technologie pour simplifier toutes les démarches, que ce soit en délai de transaction, finalement en coût de transaction, également tiers de confiance qu'on a effectivement moins besoin de solliciter pour effectuer ces transactions, et donc d'appliquer finalement des contrats intelligents dans tout ce système pour que tout se fasse automatiquement, et surtout ça reste un système qui à l'avenir
on peut s'en douter, hein, mais remplacera finalement le système financier actuel. Ça va mettre peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans à se faire. Il y a 4-5 ans, hein, lors du précédent bull market, on parlait déjà des CBDC, il y avait déjà des actualités là-dessus. Je me rappelle, la Chine faisait une version bêta, en tout cas était en train de développer sa monnaie, etc. Mais finalement, ça s'est pas concrétisé comme on aurait pu le penser. Ça met beaucoup plus de temps à se faire que ce que l'on peut imaginer. Alors concrètement, ces news que je suis en train de vous donner n'ont pas de rapport direct avec les crypto-monnaies qu'on analyse au fur et à mesure du temps. Par contre, la technologie de la blockchain, en l'occurrence, est quelque chose dont les gens s'intéressent de plus en plus. On le voit à travers ces applications d'État qui sont en train de se manifester, notamment avec les deux news dont je viens de vous parler. Et donc, entre 2015 et aujourd'hui, on voit déjà une grosse différence entre ce que les gens pensaient de la blockchain et ce que les gens pensent aujourd'hui de la blockchain. Et je pense que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, eh ben effectivement, déjà, les personnes qui sont assez âgées et sceptiques aujourd'hui seront encore plus âgées et forcément arriveront en fin de vie, hein, faut être honnête. Et des personnes qui ont aujourd'hui 15 ans, 20 ans, qui commencent à s'intéresser aux cryptos, eh bien dans 10-15 ans, voilà, ça sera réellement intégré chez eux, hein, ça sera presque dans leur ADN puisqu'ils en auront entendu parler depuis qu'ils sont petits. Et puis effectivement, ils auront accumulé de l'argent, ils auront un potentiel d'investissement plus important. Et donc évidemment, l'investissement dans les cryptos, je pense, et peut-être que je me trompe, n'est pas prêt de s'arrêter. Je continue avec la news suivante qui va être assez rapide, qui concerne BlackRock et les ETF. Effectivement, ils sont en train de préparer leur numéro CUSIP, qui est donc leur numéro d'identification, pour préparer le lancement du coup des ETF. Et ils sont également en train d'injecter de l'argent pour effectivement avoir de la liquidité en termes de Bitcoin. En fait, ils achètent des Bitcoins. Donc comme cela, ils les possèdent dans leurs réserves et ensuite ils peuvent proposer les actifs ETF donc en contrepartie aux investisseurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste un système qui est complètement centralisé finalement, hein, le système de l'ETF et de la façon dont ils vont procéder pour le mettre en place. Après, on peut supposer par rapport aux news précédentes que je vous montrais qu'à l'avenir, en fait, tout deviendra digital et sur des registres du coup distribués. Mais même l'ETF, pour l'instant, ça va rester quelque chose du coup qui va rendre l'accessibilité du Bitcoin beaucoup plus facile pour beaucoup d'investisseurs, mais qui malgré tout reste quelque chose de complètement centralisé. Donc en parallèle, effectivement, ils achètent des bitcoins, mais pas forcément en grosse quantité, juste pour avoir la liquidité nécessaire, effectivement, pour commencer et lancer leur fonds ETF Bitcoin, ce qui est forcément un signe annonciateur que très prochainement, l'ETF devrait arriver. Peut-être même en novembre, hein, là on est le 25 octobre, c'est possible que dans moins d'un mois, finalement, ça soit déjà acté. Continuons et terminons avec 3 cryptos, 3 analyses, 3 articles qui correspondent un peu aux cryptos, qui sont un petit peu des prétextes pour aller regarder ces cryptos, mais on voit que par exemple NIR, depuis le mois de juin, voit son nombre de transactions mensuelles augmenter drastiquement. Vous voyez, là on est en septembre, c'est vraiment c'est assez drôle à voir puisque vous avez donc en vert Ethereum, en jaune le Binance Coin et du coup en bleu Solana. Donc c'est assez intéressant de voir ça, notamment parce que le prix du NIR protocole est toujours très faible et très intéressant. Donc est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que d'un coup il va exploser comme c'était le cas cette semaine pour Link, Solana ou d'autres cryptos? Je pense que c'est intéressant, pourquoi pas, de l'imaginer ou de jouer ce coup-là. Je vous montre un peu le graphique. Voilà, là on est par rapport au dollar. On a eu, voilà, avec cette espèce d'euphorie de cette dernière semaine, une légère hausse. Vous voyez qu'avec cette mèche, on est venu chercher un double bottom de mèche là, vous voyez par ici, et que là on s'établit aux alentours des 1,11$ après avoir touché les 90 centimes. Mais si vous regardez un peu le graphique global, on observe que oui, la chute a été très violente, qu'elle ralentit, on a cette accumulation peut-être qui débute, le graphique est quand même bearish, c'est pas très joli, on accumule, on voit que là il n'y a plus vraiment de volatilité depuis le mois d'août 2023. Voilà, ça peut valoir le coup, je pense, de tenter quelque chose sur cette crypto qui, évidemment, graphiquement parlant, n'est pas si jolie, mais qui reste sur un niveau extrêmement faible et que donc considérer un investissement, si vous n'en avez pas forcément acquis déjà beaucoup, ça peut être intéressant. Moi, honnêtement, pour vous dire la vérité, dans mon portefeuille, j'en possède 90$, j'ai regardé ce matin, et en fait, 90$, c'est pas une énorme somme par rapport à mon portefeuille total. En conséquence, je pense que je vais recharger un peu de NIR. Regardons un peu son graphique par rapport au Bitcoin, voilà, c'est catastrophique. Donc moi en fait sur ce genre de graphique, sur ce genre d'analyse, je vais pas aller mettre on va dire de grosses sommes.
mais je vais localiser des petits achats. Allez, je vais peut-être mettre 20, 30, 40, 50 dollars de temps en temps, des choses qui finalement n'ont aucun impact sur mon portefeuille, mais derrière, si on a quelque chose qui en fait performe, et bien voilà, ça sera quand même un petit plus pour le portefeuille global. Les 0,1% de NIR que je possède deviendront peut-être 0,5 ou peut-être 1%, ce qui deviendra tout à fait considérable, 1% déjà, hein, par rapport au 0,1%, et à ce moment-là, je pourrais le revendre et le diviser dans d'autres projets, vous voyez, mais le graphique ne me donne pas évidemment envie d'aller mettre 1, 2, 3% de mon portefeuille, notamment parce que regardez, même ici par rapport au Bitcoin, on fait de nouveau plus bas. Mais c'est vrai qu'il y a ces données qui sont intéressantes. Je continue avec la crypto-monnaie suivante, il s'agit du Filecoin. Alors là, il parle de prédictions, hein. J'aime bien ce genre d'article où voilà, ils essayent de faire des prédictions sur les prix avec au centime près quoi. Donc 2026, voilà, 18,28 $. En 2029, 55. En 2032, 172. Moi, je ne pense pas que ça se passera comme ça, hein, honnêtement. Je vais vous expliquer pourquoi. On va regarder le Filecoin dans Fil USD. Aujourd'hui, on va voir déjà sur quel prix nous sommes. Aujourd'hui, le Filecoin se trouve sur les 3,70 $. On a eu cette chute énorme, cette latéralisation, donc là on est quand même toujours sur une légère pente, hein. Finalement on est sur un graphique qui ressemble un peu à celui de NIR, hein. On fait des nouveaux plus bas, mais par contre la latéralisation est bien plus jolie et bien plus présente que sur le NIR protocole. Ici, si je prends cette ligne, on voit que c'est la ligne de support ultime qu'on ne veut pas voir casser sur le Filecoin, aux alentours des 2,76, hein, je l'ai mise la ligne, mais voilà, c'est pas hyper précis. On est sur les 3,70 et vous avez ici le sommet du Filecoin qui avait été atteint notamment en avril 2021 aux alentours des 250 $. Donc je pense qu'effectivement c'était un espace d'euphorie, un espace de spéculation excessif bien trop prononcé. Donc je pense pas qu'on y retourne lors du prochain bullrun, pour être tout à fait honnête. Maintenant, 2026, 18 $, ça voudrait dire que en fait le Filecoin sur le graphique global ne performe pas tant que ça, vous voyez. Si je prends toute la baisse, je vois que même juste les 23,6 de Fibo, c'est déjà les 56. Donc dans un espace d'euphorie, j'ai du mal à croire qu'en fait on monte comme ça aussi, de façon aussi linéaire sur le Filecoin. Maintenant, on va s'intéresser au prix actuel rapidement, hein. On va se mettre en daily ici. J'ai envie de faire cette analyse avec vous. Non, en fait, en weekly, c'était pas mal parce qu'on voyait quelque chose sur le RSI. En fait, ce que je constate, alors j'ai envie d'enlever ceci. Ce que je constate, c'est que là, on a du coup la tendance baissière qui est clairement prononcée, notamment entre ce point-là et ce point-là, et qu'en parallèle, ce qui est vraiment très très cool, hein, en termes d'analyse graphique ici, c'est que le RSI, vous voyez, était en train de monter. Derrière, on a la divergence qui s'est confirmée. Alors je vais le faire avec une ligne horizontale, je pense qu'elle va être pointillée. Voilà, ici, à cet endroit-là précis, donc je vous montre où c'est. Cet endroit-ci, vous voyez, on a eu la confirmation de la divergence. Voilà. Donc c'est un signe bullish. Malgré tout, on avait la localisation, on avait la confirmation de la divergence, on n'avait aucune structure par contre, et on avait un Filecoin qui était dans une tendance baissière très prononcée, donc très difficile quand même d'acheter à cet endroit-là. Mais on avait quand même 2 éléments sur 3, ce qui nous permettait pourquoi pas de mettre un palier d'achat. Après, ensuite, on est monté rapidement aux 9 $, donc on est quand même passé des 3 aux 9 $, pour ensuite retracer jusqu'aux 3 $ de nouveau. Sauf que maintenant qu'on a eu la divergence, la confirmation de la divergence, que pour l'instant on s'établit toujours sur un prix supérieur au précédent plus bas, je vous montre ici la clôture, vous voyez qu'on n'est pas venu clôturer au-dessous, eh bien on peut supposer que si là on traduit de nouveau une hausse, donc déjà le premier palier ça sera, le premier niveau que l'on peut atteindre ça sera les 8 $, mais si on le confirme, donc ce W là que l'on a ici à l'écran, et qu'on casse ce niveau des 8,50, à ce moment-là ça sera extrêmement bullish pour le Filecoin. Donc saisir un petit palier maintenant sur les 3,70, qui est quasiment un niveau de bottom, hein, pour le Filecoin sur le long terme, vous l'avez vu sur le graphique, ça peut être vraiment pertinent. Tout en sachant que là, oui, on a une bougie verte, oui, le marché est en hausse depuis une semaine, oui, on a un Bitcoin qui est monté, mais par contre, c'est toujours pareil. Si vous achetez les cryptos avec des Bitcoins, vous avez votre chance en fait à saisir, hein, parce qu'en fait, par rapport au Bitcoin, on est toujours sur des bougies rouges qui se dessinent. Je vous montre l'altcoin dominance, voilà, on fait un plus bas, on est sur un plus bas historique, on en reparlera dans l'émission de cet après-midi. D'ailleurs, je voulais vous en faire une hier après, mais j'ai pas eu le temps, mais là, je pense que ça va le faire. Et je continue maintenant que j'ai fait le Filecoin avec la dernière crypto que je voulais vous montrer. Il s'agit de Mina Protocol. Pareil, c'est un article de prédiction, vous savez, que j'aime pas trop forcément, mais j'aime bien quand même regarder un peu ce qui est inscrit dessus, regarder un peu comment est-ce que c'est fait. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas trop d'indications finalement hyper pertinentes. Par conséquent, je vais aller voir le graphique directement avec vous. Donc Mina USD, on va se mettre ici sur crypto.
Voilà, ce qui se passe sur Mina, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque on a, sur ces 2 derniers jours, ces 48 dernières heures, cette hausse qui s'est produite. Donc 130%. Le retracement se perd directement, hein, c'est logique. On est venu chercher les 130% pour finalement maintenant s'établir sur les 64 centimes. Donc une hausse qui est extrêmement importante, avec une crypto qui a donc beaucoup chuté, notamment en 2021, 2022, comme toutes les autres, et qui latéralise depuis le mois de juin, et qui trouve un bottom en janvier 2023. Et derrière qui a légèrement performé en ce début d'année et qui effectue de nouveau un plus bas sur le prix par rapport au dollar. Donc autant vous dire que le graphique il n'est pas joli, hein, il me donne pas également envie d'aller investir de grosses sommes. Mais j'avais pu investir dans cette crypto une somme assez conséquente de mon portefeuille. Donc cette hausse me fait plaisir en fait. Moi j'aime bien généralement, vous savez, dans le portefeuille avoir beaucoup de crypto-monnaies, même si c'est des très petites sommes. Comme ça, quand je vois des belles performances, je vous montre par exemple ici sur 7 jours, bah, je peux vous le dire, hein, j'ai du Mina dans le portefeuille, j'ai du Link, Injective Protocol, malheureusement j'en ai pas acheté, PP, je crois que j'en ai un tout petit peu, mais bon, ça a peu d'importance si j'en ai, parce que ça doit être une très très petite somme. Rune, j'en ai pas, Conflux, j'en ai pas, AVO, vous voyez 30% j'en ai, Solana j'en ai, Aptos j'en ai, Phantom j'en ai, BSV j'en ai pas. Et puis si je descends comme ça jusqu'au top 100, ça va être à peu près du 50%, peut-être même du 60%. Je possède peut-être dans les à peu près 60% des cryptos qui performent le plus. Donc c'est quand même, je pense, très intéressant de diversifier. Et je suis content de voir en fait ces performances, même si c'est des petites sommes que je possède. Même si ça m'a pas fait gagner beaucoup, même quasiment rien, que ça a quasiment pas fait augmenter mon portefeuille, je suis content de les posséder parce que j'ai pu voir, j'ai pu constater dans les précédents bull run que des fois en fait, vous avez des cycles avec des phases de certaines cryptos, de certains types de projets qui vont performer énormément. Des fois, vous avez du 1000, du 2000, du 10 000%. Des fois, vous avez des fois 100 sur des cryptos que vous n'avez pas. Et c'est assez frustrant finalement de voir cela, tout en parce que vous voyez des performances énormes avec un portefeuille qui ne bouge pas. Alors je me dis que 1 fois 100, même sur une crypto où je mets que $50, eh ben, ça m'amène quand même sur les 5000. Donc c'est pas négligeable, hein. Vous voyez, donc en fait on peut quand même avoir des sommes non négligeables avec des investissements négligeables. Voilà pourquoi la diversification est pour moi indispensable. Et c'est pour ça que je suis mon portefeuille aussi avec un outil, un tableur que j'ai créé. Moi, c'est vraiment indispensable dans ma vie de tous les jours pour savoir où j'en suis en fait, hein. Savoir combien j'ai d'argent, quelle est la crypto qui performe le plus, etc. Et ça, c'est quelque chose que je vous partage. Vous avez les détails dans la description. Je vous en reparlerai cet après-midi. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est que pour moi, le fait de posséder beaucoup de crypto et de diversifier son portefeuille, je pense, je l'espère en tout cas, sera un game changer pour ce bull run. Et je l'espère pour mon portefeuille. Là, je vous parle de sommes, voilà, comme $50 qui se transformera en 5000. Mais vous, si vous allez investir que 1000 € dans les cryptos, par exemple, ça peut être $2 qui se transforment en 200, ce qui peut être énorme par rapport à ce que vous avez investi à la base. Admettons, vous avez que 2000 € d'épargne, vous avez 18 ans, vous n'avez pas encore beaucoup d'argent, etc. Vous arrivez à transformer 1000 en 10 000, vous êtes super content, je suppose. Maintenant, il y a des choses qu'il ne faut jamais regretter. Par exemple, admettons, vous avez, j'en sais rien moi, 150 000 € sur votre compte bancaire et que vous avez investi que 2000 dans les cryptos. Derrière, vos 2000 se transforment en 20 000, vous allez vous dire, ah mince, j'aurais dû mettre plus. Mais ça, en fait, faut jamais regretter. Parce que si vous vous dites ça, à chaque fois qu'on va avoir des pumps, à chaque fois que le Bitcoin va prendre 10 000 $, vous allez avoir envie d'en remettre de l'argent. Et ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que si vous allez remettre effectivement une somme d'argent dans les cryptos, à chaque fois que le Bitcoin prend 10 000 $, parce que vous allez vous dire, mince, j'ai pas assez investi. Et dès que ça chute de 2000 ou 3000, ah ça y est, ça chute un peu, je rachète, etc. Le jour où vous avez un moins 50% qui s'opère, et ça peut s'opérer même en plein bull market, hein, les moins 50%, attention, hein. C'est pas parce qu'on est dans une phase de marché haussier qu'on n'a pas des performances baissières. Je vous montre ici le Bitcoin. Ici, on était sur un sommet en avril 2021, on a touché les 65 000 $. Croyez-moi, il y en a qui ont acheté là-haut, hein. Et ben, on était 1 mois, 2 mois après, on se retrouvait sur les 30 000. Voilà. Donc, comment diviser par 2 son investissement, voilà, ce que je veux dire, c'est que méfiance avec ce genre de choses. Les graphiques sont jolis, le Bitcoin fait que de monter depuis 10 ans, mais ne croyez pas que, que tout le monde gagne de l'argent. La majorité perd malgré tout. Maintenant, l'investissement sur le long terme est rentable. Et ça, on le voit sur le graphique, il n'y a pas besoin de... voilà, on le sait. Quelqu'un qui a acheté du Bitcoin il y a 5 ans, aujourd'hui, il gagne de l'argent, quoi qu'il arrive, s'il n'a pas revendu. Ça c'est sûr. Bon bref, j'arrête avec tous
tous ces discours, on va dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve de toute façon pour l'émission de 16h. Cette fois-ci, je vais la produire. Hier, j'ai pas eu le temps, je fais des travaux chez moi et où on va faire des analyses graphiques uniquement. On va parler du Bitcoin, de la temporalité, du coup des altcoins, de l'altcoin dominance qui chute, des opportunités peut-être à saisir sur certains altcoins, justement avec ce contexte qu'on a actuellement qui semble bullish, mais qui en réalité, dans les faits, hein, est plutôt bearish pour la majorité des altcoins. Sauf celle que je vous ai montré tout à l'heure hein, dans le classement, j'ai mis les meilleures performances sur 7 jours. Donc on a vu les cryptos qui ont plus performé que le Bitcoin, mais il y en a beaucoup qui performent moins, et la preuve en est sur cette altcoin dominance qui chute et qui fait de nouveau plus bas, et qui arrive pas loin d'une ZR. Donc opportunité du siècle hein, pour changer des Bitcoins en altcoin, on en reparle tout à l'heure. Allez, excellente journée à toutes, ciao.